Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le dimanche 10 mai 2026 et notre cher ami, notre frère, Stanislav Krapivnik, est avec nous. Bienvenue à nouveau, Stanislav. Merci. Joyeux 9 mai, même si on est déjà le 10. Oui, c'est encore le week-end. Bonne fête de la victoire à tout le monde. Et Stanislav, laissez-moi commencer par ce qu'on vient d'apprendre juste avant d'entrer en direct. On a appris que l'Iran a répondu aux propositions américaines. On ne sait pas encore ce que contient cette réponse. Mais d'après ce qu'a rapporté le Wall Street Journal, l'Iran aurait refusé les exigences américaines de démanteler ses installations nucléaires. Et je pense que c'était prévisible du côté iranien. Non seulement ils ne vont pas arrêter d'enrichir de l'uranium sur leur propre sol, mais en plus, ils ne vont pas remettre leur uranium enrichi aux États-Unis. On le sait. Pourquoi? Parce que je parle avec des Iraniens, avec des gens importants au sein du gouvernement, et ils ne comptent pas le donner aux États-Unis. Mais l'autre point, c'est que, en ce moment, Donald Trump a changé d'état d'esprit. Il y a à peine quelques instants, il a déclaré « La guerre n'est pas terminée. Nous en sommes à 70%. Il nous faut encore 30%. Et il se peut qu'on ait besoin de 2 semaines de guerre supplémentaire. » En gros, il parle d'aller en Chine, de revenir, puis de lancer une nouvelle phase de guerre. Et pendant ce temps, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, le dernier sondage publié par YouGov montre que 62% des Américains pensent que les États-Unis ont perdu la guerre en Iran et seulement 13% estiment qu'ils l'ont gagnée. Alors, Osas, que se passe-t-il avec Donald Trump et ses 70% de guerre? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir du conflit? Ça veut dire que les pièces Trump que vous avez achetées, je parle à la foule MAGA, eh bien, c'est les 13%, je crois, qui ont gagné. Allez vérifier leur valeur. Elles ont chuté de 94%. Voilà les gens dont on parle. Franchement, vous n'allez pas trouver la réalité chez ces abrutis. Ce sont des partisans MAGA jusqu'au bout, des sortes d'androïdes. La moitié d'entre eux ont du mal à payer leurs factures, mais ils veulent faire partie de l'équipe de Trump. Ils ont acheté des pièces Trump qui ont ensuite servi de levier pour obtenir de l'argent réel. Et ces pièces Trump ont perdu 94% depuis leur sommet. Voilà le genre de personnes qui pensent qu'on est un grand pays parce qu'on peut bombarder quelqu'un. On ne sait même pas qui on bombarde. On ne saurait même pas les trouver sur une carte. D'ailleurs, je ne suis pas sûr de savoir qu'est une carte. Il y a des lettres dessus et il faut les lire. Franchement, c'est pas très intéressant. Voilà le genre de personnes avec qui on a affaire. 70%, 80, 90, 1 million %, 1 quadrillion %. Qu'est-ce que ça change au fond? Trump n'a aucune idée déjà de ce qui se passait vraiment là-bas. En fait, Vance, il y a eu, paraît-il, une brouille entre Vance et Exeth, parce que Vance avait senti, et il avait bien raison, que Vance Exeth et son équipe racontaient n'importe quoi à Trump sur la situation. Franchement, si vous êtes président des États-Unis et que tout votre compte-rendu du premier mois de la guerre, c'est de regarder 2 ou 3 minutes d'explosion. Sérieusement. Non mais sérieusement, c'est ça, le briefing? C'est ça, le fichu briefing du commandant en chef d'un des belligérants sur la façon dont sa guerre se déroule. Regardez là, un petit oiseau, et hop, il a explosé. Et bien sûr, ce sont encore les Américains qui font tout sauter. On ne voit jamais les trucs américains exploser, hein. Franchement, je ne sais même pas comment décrire ça. Dans un contexte moderne, c'est de la négligence criminelle à ce stade. Si la seule chose que Trump savait de ce qui se passait, c'était des vidéos de 2 ou 3 minutes d'explosion, autant qu'il aille regarder des vidéos iraniennes de Lego, il y comprendrait mieux. Ce serait un meilleur briefing que les absurdités qu'il reçoit. C'est insensé. C'est complètement fou.
Je veux dire, Biden, lui, a peut-être capté quelque chose au passage, mais il est complètement à l'ouest sur tout, sauf quand on le bourre d'amphétamine et de coke pour qu'il tienne un discours. Et là, oui, il s'en sort plutôt bien quand il est branché. Je veux dire, Trump n'est apparemment pas en état de mort cérébrale. Mais bon, je pense qu'il montre des signes évidents de démence, au moins à un stade précoce. Je ne sais pas trop comment le décrire. Des vidéos de 2 ou 3 minutes où il s'emporte, et c'est ça qu'il diffusait. Alors, 70, 80, 90%. Rappelez-vous, ils en étaient à 10% de la fin de la guerre en Ukraine, il y a un an. Vous savez, si 90% de votre ascension, c'est une plaine plate, et que les 10% restants, c'est l'Everest, eh bien, vous risquez de ne pas atteindre ces 10 derniers pourcents. Donc, si on se met d'accord pour dire, allez, on signe tous, on met nos noms sur ce document. D'accord, ça c'est 10%. On est d'accord dans cette pièce, très bien. Mais pour le reste du texte, on ne s'aime pas. On arrive à se mettre d'accord sur rien. Franchement, je ne sais pas comment ils comptent ça. C'est juste Trump qui invente n'importe quoi pour le public. Et je pense que tu as tout à fait raison. La majorité du public commence à s'en rendre compte, surtout ceux qui regardent ou lisent des choses sur Telegram ou d'autres canaux. Ils doivent bien voir ou au moins entendre de la part de gens sur le terrain que la situation est complètement déréglée. Et puis, on leur ressort le discours du genre « Oh, c'est juste une hausse de prix temporaire » et tout le reste. Ils ont déjà entendu ça. Ils l'ont déjà entendu à l'époque où on leur faisait croire aux histoires de tarifs de Trump. Oui, on va faire payer ces méchants fabricants chinois, indiens ou peu importe qui. Mais pourquoi seraient-ils méchants? Parce qu'ils produisent selon les contrats de vos propres entreprises. Premièrement, ça n'a pas de sens. Deuxièmement, évidemment qu'ils n'allaient pas payer pour ça. C'est toujours le consommateur final qui paye. Mais les gens ont cru à tout ça. Parce que, aux États-Unis, la plupart des n'ont absolument aucune éducation économique. Eh bien, on sait que 50% des gens ne savent même pas écrire le mot économie. Ça peut faire sourire, mais c'est la réalité. Vous savez, quand on a un taux d'illettrisme partiel ou total de 53% aux États-Unis, chez les adultes, pas les petits-enfants, pas les enfants d'âge préscolaire, les adultes, eh bien, quand on y pense, oui, on a perdu quelque chose. Et ça, c'est un très mauvais signe pour un président. Mais bon, encore une fois, prenez ça pour ce que c'est. 70, 80, 90%. En fait, son petit blocus à lui ne fonctionne que tant que l'Iran n'essaie pas activement de couler ses navires. À ce moment-là, ils doivent lever le blocus et se mettre à l'abri. Et se mettre à l'abri, pour eux, ça veut dire filer vers le large de l'océan Indien, à au moins 1000 km, voire plus, de l'Iran. Voilà la réalité. En fait, le jour où l'Iran a frappé l'un de ses cargos au large du Qatar, la guerre était déjà en cours avec la question du blocus. Les deux camps se battent l'un contre l'autre. Mais je pense que le point essentiel, en ce moment, c'est ce que pense Israël. Netanyahou a donné une interview à l'émission 60 minutes, où il a déclaré que la guerre n'était pas terminée et qu'il fallait la poursuivre tant que l'Iran possédait de l'uranium enrichi à plus de 60%. Il veut que cet uranium sorte d'Iran, peut-être pour être mis aux États-Unis. Mais Israël, quand on regarde la situation, avec tous les fronts qu'il évoque, Gaza, le Liban, le Yémen, l'Iran, il se bat sur tous ces terrains à la fois. Et je ne parle même pas du cas de la Syrie, parce que celui-là aussi est très sérieux. Mais à Gaza, dès le premier jour, ils m'ont motivé de le Hamas. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent? Est-ce qu'ils ont atteint leur objectif? Eh bien, en partie, oui, mais au prix de la vie d'un demi-million de personnes. Ils ont en partie désarmé le Hamas, essentiellement en éliminant une grande partie de ses membres.
Mais le Hamas est toujours là, toujours sur le terrain. Le problème, quand on tue une grande partie du Hamas en massacrant un demi-million de civils, c'est qu'une grande partie des survivants devient la nouvelle génération du Hamas. Certains détestaient le Hamas. D'autres faisaient partie d'autres groupes. Beaucoup étaient même contre le Hamas. La majorité de la population, elle, n'était impliquée dans rien de tout ça. Mais vous savez, quand on tue les enfants de quelqu'un, cette personne a tendance à vouloir vous éclater la tête en retour. Allez comprendre. Et quand les Israéliens provoquent des pertes massives, vous savez, les Israéliens ne considèrent pas ça, et les Américains non plus d'ailleurs, si on veut être honnête, au moins dans le domaine militaire, comme des dommages collatéraux. Pour eux, c'est plutôt des points bonus. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Il n'y a pas de dommages collatéraux là-bas. Quand on dit qu'il y a peut-être un type sous un de ces immeubles, peut-être oui, peut-être non. Alors on rase tout l'immeuble, un immeuble de 10 étages. On tue quelques centaines de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez leurs actes. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et là, le fruit est amer. Ce sont des gens malfaisants, avec de gros explosifs à portée de main. Ces gens sont mauvais. Peut-être qu'ils ne sont pas des sociopathes complets, parce que les sociopathes, eux, s'en fichent complètement. Ils peuvent simuler une forme de chagrin, juste pour l'opinion publique. Mais ces gens-là, eux, essayent peut-être de se justifier. C'est ce que font les gens mauvais, qui ne sont pas tout à fait des sociopathes. Ils essayent de rationaliser. Du genre, oui, on était mauvais, mais ils allaient nous attaquer, alors on a dû tous les tuer. Ce genre de mentalité. Mais voilà, c'est à ça que vous avez affaire. Écoutez, Netanyahou est le propriétaire de l'Amérique. Alors pour le public américain, eh bien, il faut vivre avec ça. Vous êtes possédés. Il n'y a qu'un seul État en Amérique. Il s'appelle Israël. Le reste d'entre vous... D'ailleurs, si quelqu'un veut vraiment comprendre ce que ces gens pensent de vous, pas besoin d'aller bien loin. Allez sur YouTube, tapez l'âme juive, et vous verrez plein de rabbins sionistes qui parlent en anglais. Ils expliquent qu'il y a 5 parties dans l'âme humaine, et que seuls les juifs sionistes, possèdent l'âme complète avec ces 5 parties. Les animaux, eux, en ont 2. Et vous, le reste de l'humanité, vous en avez 3. En gros, ça veut dire que vous seriez des singes évolués, alors qu'eux seraient des êtres humains à part entière. Voilà le genre de personnes dont on parle. Ce sont des suprémacistes raciaux. Que voulez-vous dire de plus? Dans leur esprit, ils ne tuent pas de vrais êtres humains, ils tuent des singes évolués. Que ça plaise ou non, c'est ce genre de mentalité à laquelle on a affaire. Et ce n'est pas le Parti national-socialiste des travailleurs, les nazis. Bien sûr, ils avaient un plan économique et tout ça, mais ils reposaient aussi sur une idée de supériorité raciale. Et cette supériorité raciale, le fait que quelqu'un en ait été victime hier, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas en devenir le bourreau demain. Il suffit qu'il y ait au moins 2 groupes ethniques. L'un considéré comme supérieur, l'Ubermensch, et l'autre comme inférieur, l'Intermensch. Et on voit la même chose aujourd'hui. Des gens disent qu'ils sont pleinement humains parce qu'ils auraient une âme complète, alors que toi, tu n'aurais que l'âme d'un singe un peu évolué. Voilà, c'est ce qu'ils pensent de toi. Et ils ne s'en cachent pas. Ils le disent haut et fort, avec beaucoup d'assurance. Il y a plein de vidéos là-dessus où ils en parlent en détail, encore et encore. Ils expliquent même qu'ils ont ce qu'ils appellent la Doma, cette partie de l'âme où, selon eux, Dieu réside. Et puis, il y a cette part rationnelle, celle qui pense, qui calcule la valeur des choses. Donc, on peut toujours t'acheter. Ton âme, elle, n'est pas capable de sacrifice, ni de ses émotions plus élevées. Mais eux, oui. Et ils te le diront clairement. Une fois que tu comprends tes adversaires, que tu vois à qui tu as affaire, tu comprends que pour eux, faire exploser une ville pleine de femmes et d'enfants, ce n'est pas tuer des êtres humains. C'est une idée horrible.
Mais il faut comprendre à qui tu fais face et quelle est leur mentalité. Et c'est bien leur mentalité. Ils te le diront sans détour, tout comme ils publient des vidéos de ce qu'ils font. Donc que ça te plaise ou non, c'est avec ça que tu dois composer. Je ne dis pas que tous les Juifs sont comme ça, mais ces gens-là, les sionistes, oui, c'est exactement ce qu'ils sont. Et ils y croient vraiment. Mais le cas du Liban est différent d'ailleurs. Ils se font frapper de tous les côtés par ces drones FPV et ils ont beaucoup de problèmes en ce moment. Sur le terrain, oui. Maintenant, les villages où ils ont réussi à entrer, ils les ont complètement rasés. Il ne reste plus un seul bâtiment debout. Ils bombardent aussi, et ils bombardent depuis un moment, Tyr, une ville qui existe depuis 4 à 5 000 ans. Cette ville était là avant même que les Hébreux n'arrivent en terre promise, si on veut aller jusque-là. Ensuite, ils ont bombardé Beyrouth. Et vous savez, la différence cette fois, c'est que, contrairement aux fois précédentes, les Israéliens, enfin, le Liban est grosso modo divisé entre 3 groupes, les chiites, les sunnites et les chrétiens. Ils sont encore plus divisés, parce qu'il y a différentes branches du chiisme, différentes branches du sunnisme, et aussi différentes branches du christianisme sur place. Mais en gros, ce sont ces 3 grands groupes. Et ce que faisaient les Israéliens avant, c'est qu'ils ne touchaient pas aux sunnites. Ils s'alliaient, d'une manière ou d'une autre, avec les chrétiens, puis ils s'en prenaient aux chiites. C'était leur stratégie. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Ils bombardent tout le monde. On est arrivé à un autre stade. Avant, ils faisaient des incursions, puis se retiraient. Maintenant, c'est un tout autre jeu. Ils le disent clairement. Des membres de la Knesset vous le diront clairement. Nous allons exterminer tout ce qui ne part pas. Tout ce qu'on ne peut pas nettoyer ethniquement, on l'exterminera. Nous allons tout raser et construire le nôtre. Et quand Apple, pour tous ceux qui ont un iPhone, a supprimé de ses cartes tous les villages libanais au sud de Tyr, comme s'ils n'avaient jamais existé, eh bien, voilà ce que vous soutenez en achetant Apple. Donc, si vous voulez agir, commencez par boycotter Apple, parce qu'ils soutiennent clairement le génocide que mène le gouvernement israélien. Oui, concernant la visite de Donald Trump en Chine, je suppose que, au-delà de la question des relations entre les États-Unis et la Chine, il va aussi parler de l'Ukraine et de l'Iran avec Xi. Et selon vous, qu'est-ce qu'il cherche à obtenir? Et qu'est-ce qu'il va réellement obtenir de Xi Jinping? La domination mondiale. Eh bien, c'est ce qu'il veut. Mais il ne l'aura pas. Le plan B, si ce n'est pas la domination mondiale, c'est que la Chine rachète tous les produits agricoles qu'elle achetait autrefois aux États-Unis et qu'elle achète maintenant à la Russie, au Brésil et à d'autres pays. Et qu'en échange, elle fournisse à l'Amérique toutes les terres rares et les aimants à base de terres rares. Encore une fois, ces 17 terres rares différentes, quand elles sont à l'état pur, elles sont toutes magnétiques. Très magnétiques même. On les utilise pour des choses différentes, bien sûr, mais elles ont toutes cette propriété. Les États-Unis construisent, je crois, leur première usine avec une capacité très limitée. Et il faut un procédé particulier pour extraire chacune d'elles. En général, c'est de l'électrolyse, du blanchiment chimique, ce genre de choses. Mais le processus varie un peu pour chacun de ces 17 éléments. Donc, c'est très cher. Les États-Unis commencent tout juste à essayer de construire quelque chose à une petite échelle industrielle. Vous savez, Trump a obtenu des promesses du secteur militaro-industriel pour tripler la production de missiles. Ce qui est assez drôle, parce que si on triple la production des PAC-3, les missiles patriotes, ça veut dire qu'on passerait d'environ 60, parfois un peu moins, à 180.
Donc, au lieu de pouvoir couvrir une trentaine de cibles, ils pourraient en couvrir 90, ce qui ne suffirait même pas pour une seule journée en Ukraine. Voilà, c'est ça, le niveau de l'Amérique. Le seul petit problème, c'est que premièrement, ils sont tous fabriqués à la main. Donc, il n'y a pas vraiment de chaîne de montage qui les sort à la chaîne. Et deuxièmement, il faudrait agrandir physiquement les installations. Ah, et puis C, vous n'avez pas les aimants, donc impossible d'y mettre le radar et les systèmes de guidage. Oups. Donc, en gros, Trump est dans le pétrin. Toute sa production d'armement est quasiment à l'arrêt. J'imagine qu'ils vont vraiment devoir récupérer des puces et des processeurs dans des machines à laver ou, dans ce cas, dans n'importe quel appareil avec un écran et un système radar. Peut-être des iPhones ou des Tesla pour voir combien d'aimants il y a là-dedans. On en rit, mais c'est la réalité de leur situation et ils le savent depuis longtemps. C'est ça qui est intéressant. Ils savent qu'ils ont ce problème, mais ils sont soit trop incompétents, soit trop incapables, soit trop corrompus pour régler leurs propres difficultés et construire ces usines de fabrication il y a des années. Alors maintenant, ils se retrouvent dans une situation où, selon la taille de l'usine, ça peut prendre 3, 4, peut-être 5 ans. Autrement dit, la Chine les tient bien et elle serre fort. Plus d'armes pour vous. Vous vous souvenez, comment s'appelait cette série à New York? Celle qui ne parlait de rien. Une série comique. Eh bien, il y avait un sketch dedans, avec un type qu'ils appelaient le nazi de la soupe. C'est d'ailleurs une vraie personne. Ils se sont juste inspirés de lui. Il faisait une soupe incroyable et tout le monde faisait la queue pour en avoir. Mais si votre tête ne lui revenait pas, ou si vous ne commandiez pas assez vite, c'était fini. Plus de soupe pour vous. Plus de soupe pour vous. Eh bien, c'est pareil avec la Chine. Plus de magnettes pour vous. Plus de magnettes pour vous. Et les États-Unis ont essayé d'acheter ces magnettes par tous les moyens possibles. Ils sont allés voir Samsung, ils sont allés voir d'autres entreprises. Seinfeld? Oui, Seinfeld. Voilà, Seinfeld. Oui, le soupe nazi, qui d'ailleurs était une vraie personne. Il a même lancé sa propre gamme de soupes, mais des soupes hors de prix, des soupes gastronomiques. Je ne sais pas s'il en fait encore, mais il est devenu célèbre grâce à cette série. Bref, les États-Unis ont donc essayé de racheter tous ces magnettes. Ils sont allés voir Samsung, d'autres sociétés. Ils leur ont dit, puisque vous achetez déjà ces magnettes pour vos produits électroniques, triplez vos commandes. Et Samsung a répondu, pas question, parce que les Chinois leur avaient déjà dit que s'ils augmentaient leurs commandes de façon radicale, vous allez nous montrer où vont ces commandes. Et si vous ne pouvez pas nous montrer les composants électroniques, les équipements civils qui entrent, là vous êtes fichus, parce qu'on ne vous en vendra plus. Alors ils ont tous dit, non, 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 non. Peut-être qu'ils ont vendu quelque chose, oui, de petites quantités, mais pas ce que la CIA essayait d'obtenir pour le département de la Défense ou pour la façade. Donc oui, ils sont dans le pétrin. Ils essayent, hein? Ne vous méprenez pas, ils ne restent pas les bras croisés. Mais bon, vous savez, on se rend compte qu'on meurt de faim quand le frigo est vide. Oui, il faut quand même cuisiner, il faut quand même aller chercher à manger, sauf qu'il n'y a plus rien dans le champ. Là, c'est un peu tard. Normalement, on aurait dû faire un peu de planification avant, mais les États-Unis ne l'ont pas fait. Et le plus drôle, c'est que même le fabricant des missiles Patriot s'est rendu compte, il y a 3 ans déjà, qu'il n'en avait pas assez, avec la guerre en Ukraine en toile de fond. Et malgré ça, ils n'ont rien fait pour en produire davantage. Parce que, c'est Raytheon qui fabrique le Patriot. Raytheon leur a dit, on n'a pas l'argent pour construire une nouvelle usine. Ça coûterait environ 10 milliards de dollars. Et pourtant, le gouvernement américain aurait pu le faire. Franchement, quand on a un budget d'1 trillion de dollars, 10 milliards, c'est quoi? C'est 1% du budget.
Ils auraient pu prendre cette somme et l'investir là-dedans. Mais non, pour une raison ou une autre, ils ne l'ont pas fait. Résultat, aujourd'hui, ils ne savent plus du tout quoi faire. Ils peuvent bien faire toutes les promesses qu'ils veulent sur le papier, mais ce qui compte, c'est la livraison. C'est ça le vrai problème. Et ils sont incapables de tenir leurs promesses. Oups, eh bien, Pensez-vous que on sait que Donald Trump a poussé certains constructeurs automobiles à produire des munitions, à fabriquer des missiles pour eux? À votre avis, est-ce que c'est une stratégie à long terme ou est-ce qu'il cherche plutôt à en tirer quelque chose à court terme? eh bien, je veux dire, encore une fois, la différence entre les missiles Patriot américains, ceux de Trump ou de l'Amérique, et les systèmes russes S-300 ou S-400, au-delà de la qualité, de la portée et de la capacité à vraiment toucher une cible, c'est le complexe militaro-industriel russe. Leur objectif numéro 1, ce n'est pas de faire du profit. Leur objectif, c'est de fabriquer du matériel qui fonctionne pour l'armée. Ensuite, une partie de ce matériel, une fois qu'il a fait ses preuves, est vendue sur le marché mondial. Le gouvernement, pour eux, n'est pas un centre de profit. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Le gouvernement est le principal centre de profit. Donc leur but, ce n'est pas de produire du matériel efficace, c'est de produire du matériel qui rapporte de l'argent. Et d'ailleurs, si ce matériel a besoin de beaucoup de pièces de rechange, de réparation, de mise à jour, eh bien, ça fait encore plus de sources de revenus. C'est ça la réalité. Donc la différence ici, c'est aussi une question de logique industrielle. Bon, il faut que j'y aille 2 minutes. Désolé. D'accord? Vous pouvez mettre sur pause 2 minutes? On est en direct. Maya Ejbes. Je reviens tout de suite. Désolé, je reviens tout de suite. D'accord. Pas de problème. Oui. Attendez. Laissez-moi juste. Oui, il va revenir. Mais ce qu'on vient d'apprendre à l'instant, c'est que dans cette nouvelle réponse, il semble que l'Iran, dans sa proposition, n'ait même pas mentionné le programme nucléaire iranien. Apparemment, tout tourne autour de la fin de la guerre et de la recherche de conditions, ou de discussions, de négociations sur les conditions pour mettre fin à la guerre sur tous les fronts, en même temps qu'une discussion sur le détroit d'Ormuz. Rien, dans la réponse iranienne, ne fait référence au programme nucléaire. Oui. Et l'autre point en ce moment, oui, l'autre point, c'est que j'ai quelques messages de Stas, il sera de retour dans 2 minutes. Mais pour ce qui est de la guerre, je pense que quand Donald Trump parle de 70%, il veut dire que les Iraniens ressentent la même chose. Ils ne voient pas la guerre comme terminée, ni comme quelque chose qui va se terminer bientôt. Et quand il parle de 70%, à mon avis, c'est moins que ça, pas plus. Parce qu'il dit qu'ils ont accompli 70% de ce qu'ils voulaient accomplir. Mais on ne sait toujours pas quels étaient les véritables objectifs de cette guerre. On le sait, mais l'administration Trump ne l'a pas mentionné, alors qu'il parle de 70% d'objectifs atteints. Il faut dire clairement quels étaient ces objectifs et montrer qu'ils ont vraiment été accomplis jusqu'à présent. Parce que moi, je ne vois pas les États-Unis réussir ou obtenir quoi que ce soit dans cette guerre. Imaginez simplement la situation avant que cette guerre ne commence et regardez où on en est aujourd'hui. En quoi la situation va-t-elle changer? Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, il y a eu une attaque iranienne contre un cargo au large du Qatar. Le Qatar fait partie de ces pays qui ont essayé de se rapprocher de l'Iran, de négocier, de dialoguer avec les Iraniens. Et pourtant, si l'Iran est prêt à agir de cette façon contre le Qatar, imaginez un peu ce qui se passerait avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. On sait pourquoi l'Arabie saoudite se sent un peu plus à l'aise que les autres pays du Golfe.
C'est parce qu'elle a cet oléoduc, le fameux oléoduc Est-Ouest, qui va jusqu'à la mer Rouge. Dans le cas des Émirats, ils ont deux ports, dont l'un a déjà été frappé par l'Iran, le port d'Al-Fujairah, comme on l'appelle. Mais l'Iran a prévenu que si la situation continue de s'envenimer, ils frapperont ces oléoducs. Et ce ne sera pas anodin, parce que si Daesh commence à attaquer les infrastructures iraniennes, l'Iran réagira de la même manière. Et je ne comprends pas pourquoi Netanyahou se met dans une position où il faut absolument poursuivre cette guerre. Je ne vois pas ce qu'Israël peut vraiment apporter d'important à ce conflit. Tout tourne autour de la confrontation entre l'Iran et les États-Unis. Je ne sais pas ce qu'Israël va proposer. Ils vont peut-être fournir quelques avions de chasse supplémentaires pour aider les États-Unis à frapper les infrastructures iraniennes. Des hôpitaux, des écoles, des ponts, des réseaux électriques, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Et comment vont-ils pouvoir se défendre si l'Iran décide de les attaquer? D'après ce qu'on a appris du côté iranien, cette fois, ils vont présenter de nouvelles armes que l'Iran compte montrer aux États-Unis et à Israël. Si la guerre reprend, ils vont introduire de nouvelles armes sur le champ de bataille. Et je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Ça veut dire qu'ils vont avoir un système de défense aérienne et que ce système a été mis à jour ou amélioré au cours des 4 dernières semaines. Et comment ce système va-t-il pouvoir atteindre des avions de chasse? Ce qu'on sait sur le système de défense aérienne et sur sa capacité à abattre des avions de chasse, d'après ce qu'on a appris du professeur Ted Postol, il a souvent expliqué, ici même dans ce podcast, que ces systèmes de défense aérienne sont très efficaces contre les avions de chasse et les drones. En revanche, ils ne peuvent pas intercepter les missiles balistiques, les missiles hypersoniques ou les missiles de croisière. C'est beaucoup plus difficile pour eux de toucher des missiles. Mais pour ce qui est des avions de chasse, là je pense que l'Iran a vraiment fait beaucoup de progrès. Ils ont nettement amélioré leur système de défense aérienne. Je ne sais pas pourquoi ce n'était pas le cas avant le début de cette guerre, ou si c'est quelque chose qu'ils ont appris en cours de route. Peut-être qu'ils ont réussi à intégrer tous les systèmes qu'ils possèdent en Iran dans un seul et même réseau. On va voir ce que ça donne. Ah, voilà, Stas qui revient. Oui, tu es là, Stas? Tu m'entends? Zelchitsa. Oui, pas de souci, vous m'entendez? Oui, je t'entends. Je parlais, Stas. Je parlais de ce qu'on a appris de l'Iran. Parce qu'ils ont dit que cette fois, les États-Unis verraient des armes différentes et une nouvelle attitude de la part des Iraniens face à une attaque américaine ou israélienne. Je ne sais pas, quand ils parlent de ces nouvelles armes, s'il s'agit surtout de systèmes de défense aérienne, ou bien s'ils font référence à de nouveaux missiles, ou encore à des drones utilisés contre Israël. Eh bien, une grande partie du système de défense aérienne n'a jamais été utilisée. Elle a été conservée en réserve. On a vu apparaître de nouveaux systèmes. Vous savez, la Russie dispose de munitions rôdeuses, qu'on a vues dès le tout début, qui restent dans les airs en attente. Elles attendent qu'on leur désigne une cible ou qu'un drone en repère une. Et ces cibles sont souvent des cibles au sol. L'Iran, lui, a développé des munitions rôdeuses anti-aériennes basées sur l'infrarouge. Donc, au lieu de se repérer à une signature radar, elle se cale sur la chaleur des gaz d'échappement. Du coup, peu importe si l'appareil n'a pas de surface radar détectable parce qu'il est furtif, il a quand même un échappement. Et à l'intérieur, il y a un système d'intelligence artificielle qui fait la différence entre la vraie source de chaleur et les leurres thermiques qu'on tire pour la détourner. Résultat, elle peut rester sur sa cible, tourner dans le ciel, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de carburant et tombe, ou bien qu'elle trouve une cible et la détruise.
Il n'y a donc pas de radar pour te prévenir que tu as été verrouillé. Pas non plus d'alerte de tir, parce que le missile est déjà en vol. Je pense qu'on va voir apparaître des drones encore plus récents et des missiles plus modernes des deux côtés dans la défense aérienne. Les systèmes les plus récents qu'ils ont, ce sont les S-400 et les S-300 modernisés qu'on n'a pas encore vus. Les États-Unis ont tout détruit, mais ces systèmes-là ne se sont pas encore activés. À mon avis, ils attendent quelque chose. Et ce quelque chose, ce sera forcément une action américaine si Washington veut vraiment entrer dans une guerre ouverte. Les États-Unis manquent cruellement de Tomahawk. Les JASSM aussi sont en nombre limité. Les JDAM, il y en a beaucoup. Mais bon, la portée maximale d'un JDAM-ER, c'est quoi? 4,25 km. C'est tout. Et il faut voler assez haut pour les utiliser. Tu sais, les 1500 kits, Trump, lui, n'a pas vendu de bombes. Il a vendu des kits, on les installe sur d'anciennes bombes à gravité. L'Ukraine, dans ce cas, en a beaucoup. Il leur en a vendu environ 1500. Donc vous avez un kit de vol plané, un kit de navigation, et pour les versions à longue portée, il y a souvent un petit moteur à réaction à l'arrière qui les propulse plus loin. Eh bien, encore une fois, pour les Ukrainiens, ils doivent toujours utiliser des MiG-29, les vieux MiG-29, et aussi les F-16. Mais pour obtenir la portée maximale, ils doivent voler à très haute altitude. S'ils volent au ras des arbres, ça va pas très loin, n'est-ce pas? Il n'y a pas assez de portance pour planer. Donc le problème en en Ukraine, c'est que la même chose va se produire quand ils s'approcheront de l'Iran. Plus on est haut, plus on est facile à repérer au radar, non? Les avions volent au ras du sol, ou juste au-dessus de la cime des arbres. En d'autres termes, ils restent sous la signature radar, sous la portée du radar. Plus on monte pour maximiser la distance de ces bombes planantes, plus on devient facile à repérer. Et si on veut frapper une cible comme Téhéran, il faut pénétrer assez profondément, pour des raisons évidentes, à l'intérieur du territoire iranien. Or, on n'a pas vraiment vu ça. Ils ont volé 100 km, 200 km au maximum à l'intérieur de l'Iran. Et très vite, ils tirent quelque chose et se replient aussi vite que possible pour éviter d'être abattus. Maintenant, s'ils doivent aller de plus en plus loin pour larguer ces JDAM, ça va devenir un vrai problème pour les Américains. Et je pense que c'est justement à ce moment-là que le système S-400 s'active. Vous savez, si on voit un B-52 ou un bombardier B-2 descendre, là, ce sera un sacré événement. Donc encore une fois, ils ne sont pas allés aussi loin pour des raisons évidentes. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Honnêtement, ils ne peuvent pas tenir une guerre longue. D'abord, le blocus s'effondrerait dès que les tirs commenceraient vraiment, parce que ces navires seraient coulés. Et d'après les rapports, 2 destroyers américains auraient été touchés ou seraient en feu sur les 3. Encore une fois, est-ce vrai ou pas? Je n'en sais rien. Mais je pense que c'est tout à fait possible. L'Iran a des tonnes de missiles de croisière avec une portée d'environ 500 km. Donc, ils auraient dû s'éloigner pas mal avant d'être hors de portée de ces engins parce qu'ils sont tirés depuis l'intérieur de l'Iran. Mais bon, si les tirs partent à une centaine de kilomètres à l'intérieur du pays et que ces missiles ont une portée d'environ 400 km avant de tomber faute de carburant, alors, jusqu'où ces destroyers ont-ils pu fuir? Si ces destroyers étaient dans le golfe d'Oman, ils étaient fichus, quoi qu'il arrive. Franchement, pas besoin de missiles de croisière, même si on pouvait en utiliser. Donc je ne sais pas. Je pense qu'ils ont probablement été touchés, au moins un d'entre eux. Statistiquement parlant, oui, c'est très probable. On ne le saura pas, à moins que quelqu'un prenne des photos dans notre port ou dans n'importe quel port où ça arrive. Si on fait au moins du réapprovisionnement, voire des réparations, ou si quelqu'un publie des images. Mais c'est ça, la réalité.
Je pense que l'Iran dispose de nombreux drones modernisés, surtout depuis que la Russie a mis à jour les anciens drones Shahed en Djeran 2 et Djeran 3, avant d'envoyer ces modèles et leurs pièces de nouveau vers l'Iran. Et, pour l'instant, l'Iran ne les a pas vraiment utilisés. Ils sont là. Ils ont surtout consommé leurs anciens stocks. Vous savez, ils ont commencé à utiliser des missiles plus récents, qui ne sont plus ceux d'il y a 20 ans, 15 ans, ou même 10 ans, mais ils ont encore beaucoup de stocks neufs, et ils continuent de fabriquer des drones. Et c'est justement l'une des choses que les Américains redécouvrent soudainement. Ah oui, il y a 4 ports sur la mer Caspienne, et ils tournent jour et nuit. La Russie a expédié 2 millions de tonnes de blé pour s'assurer que l'Iran ne manque pas de nourriture. Elle a aussi envoyé beaucoup de diesel, mais l'Iran en importait déjà de Russie. L'Iran a du pétrole, mais pas assez de capacité de raffinage. Et maintenant, les États-Unis ont encore plus endommagé cette capacité, donc elle est bien plus faible qu'avant. Le pays n'est pas à court de carburant, parce que la Russie en apporte beaucoup. Et d'ailleurs, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. L'Iran peut envoyer du pétrole et l'injecter dans le système russe pour le vendre ailleurs. Voilà. Et la Russie envoie aussi beaucoup de pièces pour les drones. Vous savez, le jeu des guerres par procuration, ça se joue à deux. Donc les États-Unis ont un problème. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Le mieux qu'ils puissent faire, ce serait de maintenir ce blocus encore quelques semaines, le temps que ça s'essouffle. Et puis, voilà, inventer quelque chose. Trump pourrait monter sur un porte-avions, le Gerald Shefford, quand il arrivera, une fois qu'ils auront nettoyé les égouts dessus et déclaré « mission accomplie ». Et son noyau dur, les fans, eux, y croiront tout ce qu'il dit. Ils vont l'aduler. Pour tout le reste du pays, peu importe ce qu'il raconte, tout le monde connaît la vérité que les États-Unis ne veulent pas voir. Mais il a un vrai problème avec la classe des donateurs. Je ne vois pas comment il peut s'en sortir, surtout avec les élections qui approchent. Cette classe de donateurs propriétaires, directement liée à Israël. Mais vous savez, je pense qu'en réalité, ils ne croient toujours pas l'Iran. Ils pensent encore que c'est du bluff, comme quand ils pensaient que le détroit d'Ormuz, c'était du bluff, ou quand ils pensaient que l'Iran frapperait une base américaine, que ce serait encore du bluff. Parce que qu'est-ce qu'un bluff? C'est un mensonge. Un bluff, c'est un mensonge placé de façon stratégique. Alors à Washington, on ment tout le temps. Et du coup, ils se disent que tout le monde ment tout le temps. Donc quand quelqu'un lance une vraie menace et leur dit « je vais te mettre mon pied droit derrière l'oreille gauche », ils n'y croient pas. On ment sans arrêt, donc forcément les autres doivent mentir aussi. C'est de la projection. Si nous mentons en permanence, tout le monde ment en permanence. Et après, ils tombent des nues quand ils découvrent que l'Iran leur disait la vérité. Et là, franchement, je ne sais plus quoi dire. Ils n'ont tout simplement aucune stratégie. Il semble que l'Iran ait trouvé ou ait mis au point une sorte de méthode, une façon de saturer le système de défense aérienne de ses destroyers dans le détroit d'Ormuz, ou plus largement dans le golfe Persique, voire dans la mer d'Arabie. D'une manière ou d'une autre, ils parviennent à saturer leur système de défense, puis ils frappent le destroyer. Et en ce moment, ils montrent aux États-Unis qu'ils peuvent les couler facilement. Je pense que c'est la prochaine étape de ce blocus. Si ces escalades continuent, on verra ces destroyers couler dans le golfe Persique ou peut-être dans la mer d'Arabie. S'ils sont dans le golfe Persique, ils sont morts. Je veux dire, il n'y a nulle part où fuir et aucun port où ils peuvent entrer pour se réparer ou se ravitailler. Ils sont complètement fichus. Je me souviens quand la guerre a commencé, ils ont dit qu'il y avait quelque chose comme 15 destroyers dans la région.
I think the majority of those destroyers were actually escorts for Je pense que la plupart de ces destroyers servaient en fait d'escorte pour les porte-avions. Donc vous voyez, ces destroyers sont équipés de Sea Sparrow, un système de missiles antiaériens. Et ils ont aussi le Phalanx, qui est un système de canons automatiques. Le Phalanx, c'est un système de défense rapproché. Il s'utilise à très courte distance, et disons-le, c'est vraiment la dernière ligne de défense. Les missiles arrivent à 2, 3, 4, 500 mètres, et les systèmes Phalanx tirent uniquement avec leurs canons automatiques. C'est un canon à alimentation par bande, avec plusieurs tubes qui tournent et tirent en continu, essayant désespérément d'abattre le missile alors qu'il entre dans sa trajectoire finale. Et encore une fois, avec ces systèmes, comme pour tout le reste, vous savez, il suffit de les saturer. Maintenant, pour ce qui est du détroit d'Ormuz, les destroyers, eux, n'ont pas une quille très profonde, donc ils peuvent aller un peu partout dans le détroit. Contrairement aux gros pétroliers, qui sont très limités dans leur mouvement, ils ne peuvent passer que par les canaux principaux. Je crois que le canal principal fait environ 2700 mètres de large, un peu plus de 2,5 km. Il a été dragué pour permettre aux superpétroliers d'accoster dans certaines zones. Les destroyers, d'après ce que je sais, peuvent naviguer dans toutes ces autres zones. Le problème, c'est que dans le détroit d'Ormuz, qui fait au maximum une trentaine de kilomètres de large, ce n'est pas une grande zone. L'Iran n'a pas besoin de technologies ultra sophistiquées. Ils peuvent simplement les submerger avec des drones FPV équipés de charges RPG, ou encore des drones de type Djeran ou Shahed, et des missiles à courte portée, des missiles mer-mer tirés depuis les montagnes. Et même sans ça, il suffit d'envoyer des drones. Imaginez 50, 60, 70 drones FPV qui arrivent en même temps. C'est le chaos. Au moins un tiers d'entre eux passeront, parce que comme le dit Félix, on ne pourra pas tout couvrir, et ils viendront de toutes les directions. En haut, en bas, au-dessus de la ligne de flottaison, au-dessus du mât, entre les deux, à gauche, à droite. Je veux dire, c'est une nuée qui arrive. Un vrai cauchemar. Et on ne peut pas leur échapper. On ne peut pas non plus aller en haute mer, parce qu'on est dans le détroit. Voilà. La technologie existe, c'est sûr. Franchement, je ne sais pas quoi dire. La grande question, c'est de savoir si ces deux destroyers sont vraiment entrés dans le golfe Persique. Parfois, les États-Unis disent oui. Parfois, c'est l'Iran qui dit oui. Parfois, ils disent non. C'est une situation très floue, très confuse, très incertaine sur ce qui se passe vraiment dans le détroit d'Ormuz. Mais une chose est sûre, ce n'est rien de bon. Du moins pas pour les États-Unis. Enfin, disons-le clairement, ce n'est rien de bon. Combien de destroyers, combien de porte-avions ont-ils? Il me semble qu'il y en a 3 en ce moment, non? C'est bien ça? Je veux dire, dans l'ensemble, la flotte américaine, si je me souviens bien, en compte 11, et le reste est à quai pour des réparations. Le J4, lui, va rester hors service, je pense, pendant un moment. Ils l'ont rappelé. Mais bon, même s'il n'avait pas eu cet incendie de 30 heures, que je crois être dû à un tir de missile, et même sans les toilettes bouchées, il faut se dire que son équipage est en mer depuis 11 mois. À moins que l'armée décide de bloquer les départs, beaucoup vont démissionner. Ils vont perdre pas mal de monde, surtout sur le Gerald Ford, après 11 mois en mission. Et on a vu ce qu'ils avaient comme ration. Je veux dire, bon sang, c'est des rations de famine. Ils ont vraiment beaucoup de problèmes. Donc ouais, 3 pour le moment. Mais bon, voilà. Ils en avaient 2, maintenant ils en ont 3. Et malgré ça, ils peuvent toujours pas s'approcher assez pour causer de vrais dégâts sans se faire descendre. La seule façon d'y arriver avec les avions, c'est de les ravitailler en plein vol. Et c'est un long trajet.
On ne peut pas faire beaucoup de sorties. C'est épuisant pour l'équipage et c'est épuisant pour l'avion aussi. Les appareils finissent par tomber en panne. Et ces ravitailleurs, eux, sont des cibles faciles. Donc vous savez, ça fait longtemps que les gens qui s'y connaissent disent que le porte-avions, c'est fini. Ah, c'est bien. Si tu veux aller là-bas pour t'en prendre à un petit pays comme la Côte d'Ivoire ou quelque chose du genre, un pays qui ne peut pas te riposter. Mais dès que tu fais face à une puissance régionale, tu ne peux plus rien faire. Et encore moins face à une superpuissance comme la Russie ou la Chine. Quand tu arrives à une puissance régionale comme l'Iran, l'Iran peut tout simplement envoyer ses porte-avions par le fond. Alors tu vois, combien de temps avant que ces technologies se répandent dans d'autres pays? Encore une fois, en tant qu'atout militaire majeur, le porte-avions est mort. Il reviendra peut-être sous une forme modifiée, avec des porte-drones, quelque chose de beaucoup plus petit, avec un équipage minimal. Oui, je peux le voir sous cette forme-là. Mais dans la version moderne qu'on a aujourd'hui, c'est juste une version géante de la Seconde Guerre mondiale. C'est mort. Ça a montré que c'était mort. C'est extrêmement cher. C'est énorme. Et c'est encore une fois extrêmement cher. Ça consomme énormément de ressources. Et ça ne sert à rien. Excusez-moi du mot, mais ça ne peut rien faire contre une puissance régionale moderne. Et face à la Russie, enfin, la Russie peut lancer des missiles. Même pas à 1000 km, elle peut frapper. Elle peut interdire toute zone dans un rayon de 2000 km avec ses sous-marins et tout le reste. Les porte-avions, en réalité, ça ne sert plus à rien. Voici ce que Donald Trump a déclaré il y a quelques instants à propos de la réponse iranienne. Il a dit « Je viens de lire la réponse des soi-disant représentants de l'Iran. Je n'aime pas ça. C'est totalement inacceptable. Merci de votre attention. C'est incroyable. » Laissez-moi vous lire la réponse de l'Iran, d'après Tasnim News, un média iranien semi-officiel. La réponse de l'Iran était la suivante. Fin immédiate de la guerre sur tous les fronts, avec de solides garanties contre toute attaque future contre l'Iran. Levée de toutes les sanctions visant l'Iran, y compris sur les exportations de pétrole. Fin du blocus naval américain. Libération de tous les avoirs iraniens gelés et droit pour l'Iran de gérer le détroit d'Ormuz. Voilà les points. Bon, vous savez quoi? Passons ces points rapidement. D'abord, parlons du droit de l'Iran à gérer le détroit d'Ormuz. Franchement, ça ne devrait même pas être un sujet. C'est une propriété privée. Ce ne sont pas des eaux internationales. C'est une propriété privée. L'Iran peut en faire ce qu'il veut. Si ça ne vous plaît pas, construisez des pipelines pour contourner. Ou alors, allez supplier gentiment. S'il vous plaît, est-ce que je peux passer? C'est comme si quelqu'un entrait dans votre jardin. Si vous n'aimez pas qu'il ne puisse pas y entrer, eh bien qu'il fasse le tour. Et s'il ne peut pas faire le tour, qu'il creuse un nouveau détroit à travers le désert. Je ne sais pas. Il pourrait même creuser des canaux dans le désert s'il le voulait vraiment. Mais c'est bien ça le point essentiel. C'est une propriété privée. Voilà. Maintenant, cela étant dit, une partie de cette demande est totalement irréaliste, et je vais vous dire simplement pourquoi. Il n'y a rien que Trump puisse faire à ce sujet. La levée de toutes les sanctions. Le maximum que Trump puisse faire dans ce régime de sanctions, c'est accorder une dérogation. Mais ça ne veut pas dire que le président suivant ne va pas retirer cette dérogation. Le problème avec les sanctions, c'est ça. C'est très facile d'en imposer, mais presque impossible de les lever. Parce que qui lève les sanctions? Le Congrès américain. Et quand vous savez, quand 80% du Congrès est clairement dans la poche d'Israël, ils font ce qu'Israël exige, ce qui est bon pour Israël, pas pour les serfs et les esclaves fiscaux américains. Donc c'est irréaliste. Ça n'arrivera jamais. Et vous savez, le premier point, celui sur les garanties,
about guarantees. Garantie. Fin immédiate de la guerre sur tous les fronts, avec de solides assurances contre toute attaque future contre l'Iran. What guarantees? Quelle garantie? This is the US. Vous avez affaire aux États-Unis. Quelle garantie les États-Unis n'ont-ils pas rompu dès qu'ils en ont eu l'occasion? C'est la même chose qu'avec les Britanniques. With the British. Je pense qu'ils se moquent des États-Unis. J'espère qu'ils plaisantent, oui? Yeah. C'est vraiment ce que je ressens. Je ne vois pas ces gens croire que les États-Unis puissent leur offrir le genre de garantie qu'ils demandent. C'est justement pour ça qu'ils les réclament, parce qu'ils ne croient pas qu'un accord entre l'Iran et les États-Unis soit possible. Pour moi, c'est ça le fond du problème. Yeah, because in the summer, the people that were Oui, parce que cet été-là, les gens qui essayaient de négocier là-bas croyaient vraiment aux États-Unis, pour une raison que je ne comprends toujours pas. Et on a vu ce que ça a donné. Mais oui, enfin, quelle garantie les États-Unis peuvent-ils offrir? Quelle garantie n'ont-ils pas déjà trahi? Vous savez, il y a un vieux dicton à propos des Britanniques, et il s'applique tout autant aux États-Unis, à leurs élites surtout. La seule chose pire que d'être l'ennemi de l'Empire britannique, c'était d'en être l'allié. Au moins, l'ennemi savait à qui il avait affaire. Parce qu'au moment où vous n'êtes plus rentable comme allié, ce sont les premiers à vous planter un couteau dans les côtes. Tenez, un poignard, un peu d'acier. Ou, comme disent les Américains maintenant, ils vous jettent sous le bus. Voilà la réalité. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. D'abord, qu'il ferait encore confiance à Washington. Point final. First of all, who would even trust Washington? Period. Mais d'ailleurs, il n'y a pas de négociation. Quelle négociation, au juste? Trump tells us there's negotiations all the time. Je parle tout le temps de négociation. Qui va négocier sur ces points? Trump. Trump négocie avec lui-même et avec moi. Moi, moi-même et je. Voilà une équipe de négociation à 3 personnes. Ils se regardent dans un miroir et ils négocient. J'aime bien ce genre de négociation. Quelles négociations avons-nous eues jusqu'à présent? I like those negotiations. Best negotiation we've had yet. Tu sais, mardi, je parlais avec le colonel Wilkerson. Il a dit que peut-être les gardiens de la révolution iranienne avaient occupé une partie du cerveau de Trump et qu'ils étaient en train de négocier avec lui. AI, yeah, they got a chip in there. Trump's L'intelligence artificielle? Oui, ils ont mis une puce là-dedans. Trump en a déjà avalé une fois. Tu vois de quoi je parle. Il existe vraiment des technologies sur lesquelles, je le sais, on a fait des expériences. Je ne sais pas si elles ont été utilisées sur le terrain. Certains pensent que oui. Elles peuvent projeter une voix directement dans la tête de quelqu'un. Ce sont des ondes sonores, et tes oreilles, je suppose, les perçoivent comme si ça venait de l'intérieur de ta tête. Alors peut-être que les Iraniens ou quelqu'un d'autre de l'autre côté envoient des voix dans le bureau ovale, dans la tête de Trump. J'en sais rien. Moi, je pense qu'elles y étaient déjà avant ça. Et tu as raison. And you're right. There is no negotiations, no real negotiations. Il n'y a pas de négociation, pas de vraie négociation. Mais regardez, la dernière fois, on a eu quoi? On a vu quoi? On a eu ces 2 escrocs qu'on voit partout, qui ont à peu près autant de talent pour négocier que moi, je suis un expert en physique quantique. En fait, je dois probablement en savoir plus sur la physique quantique que sur les négociations. J'ai suivi quelques cours d'ingénierie en physique. Oui, les 2 promoteurs immobiliers, les 2 revendeurs d'appartements de New York. Et puis ouais, des atouts absolus de Netanyahou. Et vous savez, je ne reproche pas à Vance d'avoir dû appeler Trump. Au fond, Trump, c'est son patron. Look, at the end of the day, Trump is his boss. I hope they get fancy. He had to call Netanyahu. J'espère qu'ils vont se montrer un peu malins. Il a dû appeler Netanyahou pour recevoir ses consignes de ce type. Et ensuite, Netanyahou les humilie, il se moque d'eux, il leur dit quoi faire et tout le reste. Toute la merde qu'ils acceptent de ce crétin et de ce petit pays minuscule qui est à peine de la taille de, Los Angeles en population. Vous avez 300 millions d'habitants et vous prenez vos ordres de ces gens-là. Vous n'avez aucune fierté.
aucun courage. C'est absurde. Franchement, ça en devient ridicule quand on y pense. Mais bon, comment voulez-vous négocier? Autant appeler directement Netanyahou. Honnêtement. Quand il s'agit de l'Iran, vraiment, parce que je parle avec des Iraniens et qu'on sait ce qui se passe, il n'y a aucune négociation en cours. Mais pour la Russie, c'est pareil, à mon avis. C'est très étrange la façon dont Donald Trump est d'une certaine manière en train de négocier, de discuter avec d'autres gouvernements. En fait, il ne négocie pas avec le ministre des Affaires étrangères russe, avec Lavrov. Il parle avec Kirill Dmitriev. Et ces deux hommes, ce sont les mêmes d'ailleurs, qui négocient avec la Russie. Jusqu'où ça peut aller dans le cas de la Russie? Et comment est-ce que les Russes perçoivent ça? Eh bien, on a eu à peu près les mêmes résultats. Je veux dire le conflit. Au mieux, ils ont obtenu un cessez-le-feu. J'imagine que Trump peut s'en vanter. J'ai réussi à leur faire accepter un cessez-le-feu. Alors qu'en réalité, la Russie avait déjà déclaré un cessez-le-feu. Moi, je ne crois pas à ces cessez-le-feu. Franchement, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que soit l'autre camp continue de tirer, donc ce n'est pas un vrai cessez-le-feu, puisqu'ils se défendent encore. Soit ils profitent de ce temps pour préparer une offensive, se repositionner, ou peu importe. C'est pas comme s'ils s'asseyaient tranquillement pendant 2 jours à attendre que ça passe. Donc honnêtement, d'un point de vue militaire, je ne vois aucune raison d'en faire un. On fait un cessez-le-feu quand l'ennemi se rend. Là oui, il y a un vrai cessez-le-feu, et seulement à ce moment-là. En dehors de ça, on continue simplement à les éliminer jusqu'au bout. En tant que militaire, voilà, c'est comme ça que je vois un cessez-le-feu. Maintenant, ça dit, en dehors de ce cessez-le-feu, on verra bien demain s'il tient. Demain, c'est le dernier jour. Qu'est-ce qu'on en a tiré, au fond? Vous savez, les négociations de Trump. Comme je l'ai dit, il vient de vendre 1500 kits JDAM, des kits JDAM à portée étendue. Les États-Unis continuent de fournir des armes. Les États-Unis continuent de fournir du renseignement. Les États-Unis continuent de fournir de l'argent. Et si Trump dit « Oh, on les vend », ou peu importe comment il appelle ça, on les vend à l'OTAN, et qu'un jour, ça vous sera remboursé. Vous voyez? Donc rien n'a changé. Rien n'a vraiment changé dans ce qui se passe. Au fond, parce qu'il y a en Ukraine une direction qui se moque complètement du nombre d'Ukrainiens encore en vie. En fait, si ça compte. Parce que s'il en reste assez en vie, ça veut dire qu'ils n'ont pas tiré tout l'argent qu'ils pouvaient faire de leurs cadavres. Je veux dire, n'oublions pas que c'est un pays qui a gagné environ 4 milliards de dollars de recettes fiscales grâce à la vente ou à l'exportation d'organes. Les organes viennent de gens vivants, pas de morts. Les morts ne donnent pas leurs organes. Les morts deviennent des morts après qu'on leur a retiré les organes. Il faut juste garder ça en tête. Donc voilà, c'est ce genre de gouvernement auquel on a affaire. La seule façon que tout ça se termine, c'est sur le champ de bataille. Et moi, personnellement, les gens disent « Pourquoi faire sauter Zelensky ou d'autres ?» Vous pouvez laisser Zelensky si vous voulez. Il suffit d'éliminer tous ceux qui l'entourent. The power structure in Ukraine and Iran, Ukraine is not a civilizational state. Let's begin with that. And the power is about that thick in there. It's a couple layers of thieves, most of which are not willing to die. There's no ideology there. The only ideology is how much I can stuff my pockets. Et combien de gens je peux envoyer à l'abattoir pour les remplir encore plus? Voilà, c'est tout, c'est toute l'idéologie. Et alors, qu'est-ce qui rend tout ça stable? Rien. La seule raison pour laquelle c'est stable, c'est parce qu'on ne se débarrasse pas de ces escrocs.
These crooks aren't going to die for Ukraine. For God's sakes. Ces escrocs ne vont pas mourir pour l'Ukraine. Bon sang, l'Ukraine c'est une mangeoire pour ses porcs. Voilà tout. Ils vont tout salir et s'en aller. Alors soit ils fuient maintenant, soit ils meurent. C'est le seul moyen d'empêcher l'Ukraine de littéralement se battre jusqu'au dernier enfant. Et pour ce qui est de l'idéologie, oui, bien sûr, il y a des nazis, mais ils sont en Ukraine de l'Ouest. Ils ne sont pas au pouvoir d'ailleurs. Et eux aussi devraient être éliminés, à moins qu'ils ne changent complètement de mentalité. Parce que ces gens-là ne valent pas mieux que les islamistes salafistes. Ils prennent plaisir à tuer et à commettre des atrocités. On ne peut pas discuter avec des gens comme ça. Ce sont des criminels, des bêtes enragées, des gens qui prennent plaisir à tuer des femmes et des enfants. Là, c'est fini. Il y a une limite qu'on ne peut plus franchir, et pour moi, ils l'ont dépassée. Mais le vrai problème, c'est que tant qu'on ne commence pas à éliminer les dirigeants autour de l'Ukraine, le suivant se dira « Moi, je ne veux pas finir comme les deux autres, je vais me faire tuer. » Et il pensera « Ce système est là juste pour que je vole le plus d'argent possible. » Bon, j'arrête là. C'est ça, la différence entre l'Ukraine et l'Iran. En Iran, les gens ne sont pas là pour s'enrichir. Ils sont là pour servir leur pays. Et si je meurs, le prochain prendra ma place pour servir son pays, jusqu'à ce qu'il se fasse tuer à son tour. Puis le suivant, et encore le suivant. C'est une idéologie profondément ancrée là-bas. Oui, on se bat pour notre patrie, et on va la défendre. Rien de tout ça n'existe en Ukraine, pas plus qu'il n'y en avait dans l'Irak de Saddam. C'est pour ça que tout s'est effondré aussi vite quand ça s'est effondré. C'est pour ça que les généraux ont pu être achetés comme ils l'ont été. La même chose, tu sais, qu'on le voit comme une chance ou pas, mais la même chose est arrivée à Maduro. Son vice-président l'a trahi. Oui, Je veux dire, ça montre bien qu'il n'y a pas de véritable idéologie là-dedans. Il n'y a pas non plus de vrai nationalisme, du genre « on est prêt à donner notre vie pour notre pays et pour son avenir ». Quand on est prêt à trahir son propre chef aussi vite juste pour prendre le pouvoir, c'est ça au fond qui compte le plus. oui. Merci beaucoup, Sas, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. C'était un plaisir, comme toujours. Désolé pour cette petite interruption, aucun souci. Ce n'était pas de mon ressort, malheureusement. Pas de problème. À très bientôt. Oui, à ça. Merci.